Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis du 10 octobre 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors, cette semaine, à Infothémis, nous avons le grand bâtisseur Gilles Laperrière s'éteint à l'âge de 89 ans. Les cellulaires seront interdits dans les classes du Québec. Fin de la nudité dans les vestiaires du hockey mineur. La Fondation du cancer du sein du Québec s'inquiète des délais d'attente en Abitibi-Témiscamingue et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. La préfète de la MRC du Témiscamingue, Claire Bolduc, lance un son de cloche aux instances gouvernementales. Elle considère que c'est la responsabilité du gouvernement de mettre en place les sommes nécessaires pour la construction de logements sociaux et de logements à petit prix. Avec une pénurie de logements non seulement sur le territoire témiscamien, mais dans l'ensemble de la région, la préfète considère que la responsabilité n'appartient pas aux entrepreneurs. Elle mentionne qu'on ne peut pas demander constamment à des promoteurs et à des entreprises privées de mettre de l'avant des projets pour lesquels ils auront peu de retour sur leur investissement. Mme Bolduc s'attend à ce que le gouvernement mette en place des mesures afin de faciliter l'accès au logement à bas prix. Daniel Proulx, le responsable de la santé environnementale au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, explique que la Direction générale de santé publique désire rappeler aux chasseurs la consigne de ne pas consommer les reins ou le foie d'un orignal abattu dans un rayon d'une cinquantaine de kilomètres de Rouyn-Noranda. Cet acte pourrait vous être nocif, et ce, en raison de leur concentration en cadmium. À long terme, le cadmium peut causer des troubles rénaux. En raison des températures chaudes annoncées pour les prochains jours, les associations de chasseurs et pêcheurs tiennent à vous rappeler de préserver la viande de l'orignal abattue dans un endroit frais et réfrigéré afin d'éviter le gaspillage. Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, déclare que la couverture cellulaire régionale est une de ses priorités. Comme le dossier d'Internet haute vitesse, il désire faire avancer les choses à Ottawa. À la mi-septembre, il a déposé une motion au Comité permanent de l'industrie et de la technologie afin d'étudier le cadre réglementaire et la convergence des produits filaires et sans fil. Par cette étude, il souhaite qu'on examine les programmes de construction de tours de télécommunications et le financement du déploiement des infrastructures, en plus d'avoir une réflexion sur les coûts et les vitesses de transmission de données. L'aspect de la sécurité est également une de ses préoccupations. Pour être sur les routes de la région, il sait pertinemment à quel point la couverture cellulaire est importante. Selon lui, le dossier d'Internet haute vitesse doit aussi servir d'exemple. En transférant l'argent à Québec rapidement, Ottawa a permis d'accélérer le déploiement d'Internet haute vitesse dans notre région. Dorénavant, tous les joueurs de hockey mineur au Canada doivent arriver à l'aréna vêtus d'un vêtement de base ou se changer dans un lieu privé. Avec sa politique concernant les vestiaires, Hockey Canada souhaite offrir un milieu sécuritaire et respectueux à tous et à toutes. Afin de promouvoir l'inclusion et le respect de l'intimité, Hockey Canada exige le port de certains vêtements de base pour tout le monde et en tout temps dans les vestiaires et les locaux équivalents où plus d'une personne est présente. Les joueurs doivent donc arriver à l'aréna en portant une couche de base, par exemple un short et t-shirt de compression ou de soutien-gorge de sport. Les personnes qui ne la portent pas à leur arrivée à l'aréna peuvent utiliser un endroit privé adéquat, par exemple une cabine privée dans les toilettes, vestiaires inoccupés pour revêtir leur couche de base avant de rejoindre les autres dans les vestiaires. Dans la même politique, Hockey Canada recommande le port du maillot de bain lorsque les douches ne comptent pas de cabine fermée. Comme la directive provient de la Fédération nationale, les joueurs de moins de 18 ans de toutes les provinces y sont assujettis. Chez les plus jeunes, certains parents optent déjà pour une formule où ils font enfiler à leur enfant l'équipement à la maison par souci d'efficacité et aussi parce que les vestiaires de plusieurs arénas sont exigus.
Cette politique soulève toutefois des questions lorsqu'il s'agit d'adolescents, surtout que certaines équipes exigent même que les joueurs se pointent à l'aréna vêtus selon un certain décorum. Hockey Canada est bien consciente des contraintes physiques dans certaines installations et, de ce fait, encourage les associations à faire preuve d'ingéniosité et à travailler de manière proactive, conjointement avec les responsables des installations locales pour garantir un accès à des vestiaires ou à des locaux équivalents appropriés pour quiconque préfère ne pas se changer dans le vestiaire d'équipe. Un président d'association mentionne qu'avec le peu de ressources dont il dispose, c'est difficile à gérer. Plus les joueurs grimpent en âge, moins les bénévoles restent dans le vestiaire, justement pour une question d'intimité. Cependant, les bénévoles demeurent proches pour assurer une sécurité en cas de dérapage. La politique concernant les vestiaires ne fait toutefois pas mention de ce qui pourrait advenir à une association ou à un club qui refuserait de s'y plier. Un porte-parole de Hockey Canada a rappelé que cette politique vise à offrir un milieu sécuritaire. Les participants et participantes ont le droit d'utiliser le vestiaire ou un endroit équivalent jugé adéquat, dans le respect de leur identité ou expression de genre, de leurs croyances religieuses, de leurs préoccupations relatives à l'image corporelle, ainsi que de tout autre motif lié à leurs besoins individuels. Les feux de forêt sont arrivés au pire moment de l'été selon Tourisme Val-d'Or. Les interdictions d'accès en forêt et la mauvaise qualité de l'air ont notamment influencé les choix de vacances des touristes, et ce, dès le mois de juin. Nancy Harpin, la directrice générale de Tourisme Val-d'Or, mentionne qu'il y a eu une baisse d'achalandage dans tout type d'attractions touristiques. Bien que l'intensité des feux ait baissé en juillet et en août, attirer des vacanciers dans la région a donc été difficile tout au long de l'été. Au niveau des entreprises d'hébergement, l'impact n'a pas été si catastrophique. En moyenne, c'est surtout le type de clientèle qui a varié durant la période estivale. Du côté du Parc national de Pimlico, l'achalandage va de bon train depuis la levée des interdictions en forêt. La bonne nouvelle, c'est que les feux de forêt n'ont presque pas eu d'impact au niveau des festivals. Les touristes internationaux ont aussi recommencé à visiter l'Abitibi-Témiscamingue. Selon les résultats d'un récent sondage du Centre de santé et des services sociaux de la baie James, les feux de forêt de cet été ont provoqué des impacts considérables sur la santé psychologique et physique sur les résidents de la Gamésie. En juin, c'est près de 2000 citoyens de Lebel-sur-Quévillon qui ont dû évacuer leur résidence de toute urgence, et ce, 2 fois plutôt qu'une, alors que le brasier aux portes de la municipalité se propageait à une vitesse fulgurante. Selon le maire de la ville, Guy Lafrenière, cette situation a créé beaucoup d'anxiété. Le brasier de près de 500 000 hectares a mis le moral des Quévillons à rude épreuve et ses répercussions se font toujours sentir. Le CRSSS de la baie James assure qu'il travaillera de pair avec les municipalités et les différents organismes communautaires afin de soutenir les communautés qui ont été impactées par les feux de forêt en organisant différentes activités. Le nombre de fugues dans les centres d'hébergement pour jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue est reparti à la hausse depuis la fin de la pandémie. En 2020-2021, on enregistrait un total de 141 fugues. Plus de 200 fugues par année ont été comptabilisées lors des 2 dernières années. Danny Rogers, le responsable des centres de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation de Rouyn-Noranda et Val-d'Or, souligne que la fin des restrictions sanitaires liées à la pandémie a joué un rôle majeur sur le nombre de fugues dans la région. Selon le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue, une fugue, c'est lorsqu'un enfant va quitter de façon volontaire et sans l'autorisation de la personne qui est en autorité et qui va quitter soit une ressource intermédiaire ou une installation comme le centre jeunesse, incluant aussi les non-retours de sortie. M. Rogers indique que près de 50% des fugues répertoriées surviennent à l'extérieur des installations du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Il ajoute que la grande majorité des fugues sont aussi de courte durée. Souvent, ces enfants, au niveau de leurs problématiques, il y a de la souffrance psychologique, des troubles de santé mentale, des problèmes de toxicomanie,
différents traumatismes en lien avec soit des abus physiques, des abus psychologiques, des abus sexuels, de l'abandon familial, de l'idéation ou tentatives suicidaires. Souvent, ils sont très impulsifs et parfois, ils partent en fugue parce qu'ils ont subi un refus et ils se retrouvent dehors et se demandent « Qu'est-ce que je fais là? » Certains citoyens ont remarqué que les fuites sont plus fréquentes à la fin de la semaine, ce qui se traduit notamment par la publication d'un plus grand nombre d'avis de disparition les vendredis. Pourquoi les vendredis? Souvent, c'est associé au week-end. C'est associé au phénomène de réunion de jeunes adolescents, un peu le party. Tout le monde est en congé. Du côté de la Sûreté du Québec, on assure que toutes les fugues, même celles qui concernent des récidivistes, sont traitées avec la même attention. La sergente Nancy Fournier, porte-parole de la SQ, explique que l'important, c'est que même si ça fait plusieurs fois qu'une personne part d'elle-même, peu importe les raisons, nous considérons toujours sa disparition comme très importante parce que lorsqu'une personne est mineure, ça reste que sa sécurité est compromise. La personne est supposée être à un endroit et elle est partie, donc tant qu'on ne l'a pas localisée, on ne sait pas si elle est en sécurité. La sergente Fournier souligne que lorsqu'une fugue est rapportée, un processus rigoureux est enclenché afin de déterminer si un avis de disparition doit être publié dans les médias. Quand il y a une disparition, c'est un enquêteur qui a le dossier et plusieurs démarches sont faites sur le terrain. La famille est rencontrée, les amis sont rencontrés, les lieux fréquentés par la personne sont également vérifiés. Donc, il y a plusieurs étapes à faire et à un moment donné, lorsque l'enquêteur estime qu'il est temps de faire une demande à la population de nous aider à localiser la personne, c'est là qu'on va médiatiser les disparitions. Même si c'est un jeune qui revient souvent dans nos communiqués, c'est toujours important. Pour aider à prévenir les fugues, Danny Rogers insiste sur l'importance de la création du lien de confiance entre le jeune et son intervenant attitré. Il fait observer que cela peut prendre du temps avant que l'enfant et l'intervenant puissent créer ce lien et que l'enfant puisse faire confiance à cet intervenant. Les centres d'hébergement doivent compter sur la mise en place d'une alliance thérapeutique. Chaque client a un intervenant désigné à lui, c'est son intervenant. Il y a une équipe de réadaptation autour de ce groupe-là, mais le jeune, on lui octroie un intervenant qui va faire partie de son aventure, de son passage au centre de réadaptation. Et c'est là qu'on mise sur le lien thérapeutique. En préparation pour le retour de fugue, M. Rogers rappelle par ailleurs l'importance pour les intervenants de ne pas se placer dans une posture punitive. Il faut être dans un esprit de prendre soin, de bienveillance, de caring. Il ne faut pas être dans une attitude de punition. On doit tenter de bâtir et essayer de comprendre ce qui amène la fugue et amener le jeune à comprendre que la prochaine fois, face à une même situation, il y a d'autres moyens à utiliser que de quitter, que de fuir. Le monde du hockey est en deuil en Abitibi-Témiscamingue, l'un des grands bâtisseurs de ce sport dans la région. Gilles Laperrière est décédé la semaine dernière à Rouyn-Noranda à l'âge de 89 ans. Il a occupé le poste de recruteur pour le Canadien junior pendant une vingtaine d'années. M. Laperrière a aidé de nombreux hockeyeurs de la région à percer dans la Ligue nationale. C'est le cas de Régent Houle, qui estime que M. Laperrière a eu un grand impact tant sur sa vie personnelle que comme hockeyeur. Il mentionne que c'est grâce à lui s'il a pu sortir de la région et s'en aller à Montréal. Il invoque que Gilles a toujours été proche, il était comme un membre de la famille. Les deux hommes sont demeurés de bons amis au fil des ans en se côtoyant régulièrement. Gilles Laperrière est né à Béarn au Témiscamingue. Dans les années 1950, M. Laperrière était un joueur de hockey avec les As juniors de Québec. Mais il a mis sa carrière de joueur sur la glace et est demeuré dans l'ombre de son frère cadet Jacques Laperrière, qui a été un défenseur étoile du Canadien de Montréal dans les années 1960 et 70. Gilles Laperrière était aussi l'un des fondateurs de l'équipe des Citadelles de Rouyn-Noranda, qui en est à sa 60e année d'existence. Il a également participé à la fondation des As de Noranda et des Capitals juniors de Rouyn-Noranda.
De plus, il a été entraîneur pendant de nombreuses années. Régent Houle l'a d'ailleurs eu comme entraîneur chez les Citadelles dans les années 1960. M. Régent Houle se rappelle que Gilles Laperrière était très exigeant. Il fallait suivre ses directives. Il voulait qu'il s'améliore constamment. M. Laurent Laflamme, président des Citadelles de Rouyn-Noranda depuis 40 ans, ajoute que Gilles Laperrière était un gars très exigeant, un peu colérique, mais qui allait chercher le maximum de chaque joueur. M. Laperrière a eu un rôle à jouer dans le fait que de nombreux joueurs de Rouyn-Noranda, à cette époque, ont joué dans la Ligue nationale. Il est également responsable d'avoir développé beaucoup de hockey mineur. Gilles Laperrière et Laurent Laflamme avaient créé l'École du hockey du Nord-Ouest qui regroupait les jeunes joueurs de Rouyn et de Noranda à une époque où les habitants des deux municipalités étaient souvent rivaux. Gilles s'est beaucoup impliqué dans la Maison de l'Envol, l'hôpital, les capitales ou les citadelles. M. Laflamme explique que la venue des Huskies à Rouyn-Noranda est attribuable en bonne partie à Gilles. Ce dernier était impliqué dans toutes les facettes du hockey. Il passait 60 à 70 heures par semaine à l'aréna. Selon Laurent Laflamme, le principal legs de Gilles Laperrière était de s'assurer que tout le monde puisse jouer au hockey. M. Laperrière a été directeur du service des arénas de Rouyn-Noranda durant de nombreuses années avant de partir à la retraite, en novembre 1998. M. Laflamme mentionne également que Gilles n'aurait jamais laissé un petit gars qui n'a pas d'argent ne pas jouer au hockey. Il n'hésitait pas à aller chercher un commanditaire pour s'assurer que les parents ne s'occupent pas du paiement. Le hockey mineur peut se compter chanceux d'avoir eu un bâtisseur comme Gilles Laperrière. Régent Houle souhaite qu'un monument en l'honneur de Gilles Laperrière soit érigé au sein de la ville de Rouyn-Noranda, car le hockey, ça a été toute sa vie. Le ministre de l'Éducation du Québec, M. Bernard Drainville, a transmis au Centre de services scolaires la directive qui implante l'interdiction des téléphones cellulaires dans les classes des écoles primaires et secondaires, ainsi que dans les centres de formation de la province. Le ministre exige l'application de cette directive au plus tard le 31 décembre prochain. Le ministre Drainville déclare que le fait d'interdire le cellulaire en classe vise à créer un climat plus propice à l'enseignement et à l'apprentissage afin de favoriser la réussite scolaire des élèves. Dans le document transmis par le ministre, il est précisé que certaines exceptions sont permises, par exemple lorsque l'enseignant décide d'utiliser le cellulaire pour des raisons pédagogiques, quand l'état de santé d'un élève le nécessite ou pour les besoins particuliers d'un élève handicapé ou en difficulté d'apprentissage. Il sera du ressort des centres de services scolaires de transmettre les modalités d'application de cette directive aux élèves et aux parents. Les centres de services scolaires auront la tâche colossale d'apporter les correctifs nécessaires en cas de non-respect de cette directive. Lors d'un sondage effectué auprès de ses membres en mai dernier, la Fédération des syndicats de l'enseignement confirme que 92,4 % des professeurs étaient favorables à l'idée d'interdire les téléphones cellulaires en classe. Les enseignants y voient une source de distraction dont ils peuvent très bien se passer. La saison estivale 2023 a été difficile pour les attraits touristiques de l'Abitibi-Témiscamingue en raison des feux de forêt. C'est ce qui ressort du bilan publié mardi par Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Martin Poitras, directeur marketing chez Tourisme Abitibi-Témiscamingue, mentionne que lorsqu'on a cette mauvaise presse avec les feux et la mauvaise qualité de l'air, les plans s'annulent. Ce sont aussi les sorties scolaires, les congrès, c'est beaucoup d'annulations partout. Les festivals et les événements ont moins souffert des circonstances, plusieurs ayant même constaté une hausse de l'achalandage. Le Québec vient de traverser une saison de feux de forêt historique, mais les changements climatiques pourraient bouleverser l'industrie touristique dans les prochaines années. Tourisme Abitibi-Témiscamingue a embauché une chargée de projet en transition durable pour se pencher sur la question. La Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs demande que le ministère de l'Environnement, de la Faune et des Parcs prenne des mesures concrètes pour renforcer le suivi des populations d'orignaux dans la province.
La Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs dit s'inquiéter des conséquences économiques et sociales ainsi que sur l'équilibre de l'écosystème d'une gestion inadéquate des cheptels d'orignaux. Stéphanie Vadnet, directrice générale par intérim de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, demande l'augmentation des ressources pour le programme d'inventaire aérien. Elle ajoute qu'elle veut un suivi plus précis et continu des populations d'orignaux dans la province. Elle veut également la publication annuelle et systématique de l'ensemble des données. Autrement dit, elle veut une transparence au niveau des données qui concernent la gestion des populations d'orignaux. Ces demandes sont au cœur d'une pétition qui est en cours d'approbation à l'Assemblée nationale. La Fédération estime qu'il est primordial que les décisions soient prises en s'appuyant sur des données scientifiques fiables auxquelles tout le monde aura accès. La Fondation du cancer du sein du Québec s'inquiète des longs délais d'attente pour pouvoir subir une mammographie en Abitibi-Témiscamingue. Ces délais peuvent varier de 7 à 30 semaines. Karine Iséul-Hyperciel, présidente directrice générale de la Fondation du cancer du sein du Québec, mentionne lors d'une entrevue à l'émission Des Matins en Or que plus de 30 semaines, ce n'est pas normal du tout. Normalement, ça devrait être un maximum de 2 à 4 semaines. Il y a des régions où c'est d'1 à 2 semaines. Il y en a d'autres où c'est de 5 à 6 semaines. C'est certain qu'en Abitibi et en Outaouais, c'est là où les temps d'attente sont les plus longs en ce moment. Éclat Québec poursuit sa transition d'une exploitation souterraine à une exploitation de surface à sa mine Casa Berardi au nord de la Sarre. Confrontée à une hausse de ses coûts de production augmentés par l'inflation, la société aurifère a fermé le secteur Est de ses opérations souterraines l'été dernier. Elle entend faire la même chose d'ici l'été 2024 avec le secteur Ouest. Cette décision vise à assurer la pérennité de la mine. Christophe McLean, vice-président et chef des finances chez Éclat Québec, explique que la mine a gardé les chantiers qui étaient rentables. Ça fait en sorte que ça ramène la fin des opérations souterraines au milieu de l'année 2024. L'espoir, c'est qu'on trouve d'autres ressources proches de nos infrastructures existantes afin qu'on puisse prolonger cette durée de vie. Environ 350 employés seront touchés par cette décision. Une partie d'entre eux pourront toutefois être déplacés vers les opérations de surface qui se poursuivront jusqu'en 2027 dans la fosse actuelle. Déjà 200 employés y travaillent. Environ 400 entrepreneurs complètent l'équipe. C'est un arrêt au niveau de l'usinage parce qu'on aura vidé la fosse. Le plan de match d'Éclat Québec prévoit ensuite une pause de 2 ans de ses principales activités de minage et d'usinage sur le site, soit de 2028 à 2030. L'entreprise investira alors des sommes importantes pour la relance des opérations avec une nouvelle fosse en 2030. Éclat Québec génère des retombées d'environ 100 millions de dollars par année et fait travailler près de 1000 personnes en Abitibi-Ouest. Le maire de la Sarre, Yves Dubé, ne cache pas son inquiétude, mais il se dit optimiste. M. Dubé mentionne que c'est le plus gros employeur en Abitibi-Ouest, alors c'est une préoccupation constante. Jusqu'à date, les dirigeants de la mine ont toujours été très transparents avec la ville de la Sarre. Il ajoute qu'il a rencontré des dirigeants motivés qui veulent vraiment la pérennité de cette mine. Ça va tourner au ralenti dans les prochaines années, mais ils vont stabiliser une bonne partie de leurs employés. C'est encourageant, même s'il y a des pertes d'emplois. L'industrie forestière traverse une période difficile à la suite des grands incendies de l'été et elle redoute une érosion des prix du bois d'œuvre qui, fait rare par les temps qui courent, échappe à l'inflation. Les travailleurs sylvicoles ont besoin de chemins d'accès pour récolter le bois calciné. Ils doivent porter une attention particulière à l'entretien des machines à cause de la cendre et de la suie. Le nettoyage des filtres à air s'effectue quotidiennement, comparativement à 2 ou 3 fois par semaine en temps normal. C'est la course contre la montre pour ramasser le bois mort dont la qualité est menacée par les insectes. Les longicornes creusent des galeries dans les troncs pour se faire un nid pour hiverner.
Dans quelques semaines, ils vont s'endormir et ne recommenceront à creuser qu'au printemps. D'ici là, les travailleurs sylvicoles ont pour mission de ramasser le maximum de bois. Dans les prochains mois, le bois de construction portera d'ailleurs les stigmates laissés par ces squatteurs à 6 pattes. Ces imperfections n'altèrent pas la solidité des pièces de bois, assure Frédéric Véraud, directeur du développement commercial chez Chantier à Chibougamau. Il s'attend à devoir sensibiliser les consommateurs pour éviter qu'ils ne soient repoussés par l'apparence des 2x4 et d'autres pièces de bois. Cette réalité pourrait encore faire baisser le prix du bois d'œuvre qui a joué aux montagnes russes ces dernières années. Sa valeur est revenue à peu près au même niveau qu'avant la pandémie, après avoir connu des hausses démesurées au printemps 2021 et 2022. Le bois de construction était alors de 3 à 4 fois plus cher qu'aujourd'hui. L'arrivée massive de bois brûlé dans les scieries pourrait également tirer les prix vers le bas, d'autant plus que la demande est plutôt à la baisse dans le marché nord-américain de la construction. Osvaldo Valeria, professeur à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, estime que près de 30 millions de mètres cubes de bois ont été incendiés au Québec en 2023. Si tout va bien, l'industrie pourrait récupérer 5 millions de mètres cubes. Selon lui, il va y avoir de grandes quantités de matières premières sur le marché l'an prochain et le prix va fort probablement baisser. Frédéric Véraud, entrepreneur forestier pour Chantier Chibougamau, précise qu'on va attendre de voir les taux d'intérêt, les constructions de maisons neuves, la confiance des consommateurs et espérer que le printemps 2024 sera plus normal. De son côté, Louis Bouchard, porte-parole de Produits forestiers résolus, espère malgré tout que l'industrie sera en mesure de récupérer de grandes quantités de bois. Il assure que rien n'est totalement joué, la récolte commence à peine et ses équipes évaluent encore les répercussions du feu et des insectes sur la qualité de la ressource. Quoi qu'il en soit, il faudra que les travailleurs forestiers demeurent mobilisés. Rien n'est acquis sur ce terrain non plus. Il manque de main-d'œuvre et les travailleurs pourraient se décourager à cause de la cendre et de la suie. Les derniers mois ont été difficiles et l'avenir s'annonce incertain. Les entreprises sont fragilisées par l'inflation, notamment à cause du prix du carburant. Il y en a beaucoup qui ont jeté la serviette. On voit beaucoup de machinerie à vendre. Il y a une crise dont on ne connaît pas encore l'ampleur. Au mois de juillet, le gouvernement Legault a accordé une aide financière de 50 millions de dollars aux entreprises paralysées par les feux de forêt. De nombreux travailleurs sylvicoles se sont retrouvés en arrêt de travail à cause des incendies, une période qui a duré jusqu'à 7 semaines pour certains. Plusieurs craignent désormais de ne pas avoir accumulé assez d'heures assurables depuis pour avoir droit à des prestations pendant les saisons hivernales. Dans ces conditions, M. Louis Bouchard craint que des ouvriers choisissent de chercher du travail dans un autre secteur. Christine Labrie est la première candidate voulant succéder à Manon Massé, qui a déposé son dossier de candidature pour se lancer officiellement dans la course pour devenir porte-parole de Québec solidaire. Mais ses adversaires assurent ne pas être loin derrière. L'une de ses adversaires, Ruba Ghazal, assure avoir déjà les signatures de membres nécessaires, mais préfère en récolter davantage. Elle dit que c'est toujours mieux d'en avoir plus parce que parfois, il y a des gens qui pensent qu'ils sont membres alors qu'ils ne le sont pas. L'ancienne élue solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Terrien, qui veut aussi succéder à Manon Massé, soutient quant à elle être proche du but. Il lui manque une quinzaine de signatures. Elle est confiante d'atteindre l'objectif de 500 signatures dans les prochains jours. Les règles de la course indiquent que les candidats doivent récolter 500 signatures de membres en règle du parti représenté dans 6 régions et 20 circonscriptions. À 2 mois de la fin de la course, les 3 candidates assurent être à pied d'œuvre pour convaincre les militants solidaires qu'elles sont le bon choix. Elles disent toutes sentir sur le terrain que la course sera serrée. Émilise Lessard-Terrien est la seule candidate des 3 à ne pas avoir de siège à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas voulu dire si elle allait se représenter pour Québec solidaire lors des prochaines élections. Elle explique que c'est difficile pour elle.
D'ici 2026, il va falloir que sa vie s'engage sur une autre voie pour être capable de nourrir ses enfants et payer son hypothèque. La nouvelle porte-parole solidaire sera élue à l'occasion du congrès du parti qui se déroulera du 24 au 26 novembre prochain. Du 20 au 25 octobre prochain, dans la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, sera présenté à nouveau un spectacle d'humour unique durant le temps de la chasse. Le gala d'humour du Gros Bock est de retour pour une 6e année. C'est Derek Frenette, humoriste et comédien originaire de Val-d'Or, qui a développé l'idée de cette tournée il y a 5 ans. Il est toujours fier de donner des spectacles dans sa région natale et voulait créer une classique annuelle avec laquelle il pourrait amener avec lui des amis humoristes pour leur faire découvrir son coin de pays. Pour la première fois, la tournée du Gros Bock sera présentée exclusivement dans le regroupement des salles de la Spectour. Les diffuseurs de Ville-Marie, Amos, Lebel-sur-Quévillon avaient déjà embarqué dans le projet dans les dernières éditions. Mais il souhaitait que la tournée puisse obtenir plus de stabilité et une pérennité à long terme. Il a proposé son idée aux diffuseurs de Rouyn-Noranda, Val-d'Or et La Sarre, qui ont sauté dans le train. Les dates de tournée et les billets sont en vente dès maintenant au www.derekfrenette.ca et sur les sites des salles respectives. La présentation se fera dans la région du Témiscamingue le 24 octobre prochain au Théâtre du Rift de Ville-Marie. La députée de Verdun et responsable de Québec solidaire en matière d'agriculture, Alexandra Zaga-Mendez, a présenté le 26 septembre dernier le projet de loi 495 afin de lutter contre l'accaparement des terres agricoles et mieux protéger la relève agricole. Madame Zaga-Mendez déclare que les terres agricoles sont une denrée rare au Québec. On a la responsabilité collective d'en prendre soin. Nos terres doivent servir aux agriculteurs et aux agricultrices, pas aux spéculateurs ou aux promoteurs qui veulent construire des tours à condos. Elle espère pouvoir compter sur la collaboration de tous les partis à l'Assemblée nationale pour qu'on adopte cette loi importante. Pour la députée de Verdun, les catastrophes climatiques extrêmes survenues cet été et leurs conséquences désastreuses pour nos agriculteurs et agricultrices sont la preuve qu'il y a urgence d'agir pour protéger toutes les terres cultivables au Québec. Elle ajoute qu'avec la multiplication des événements météo extrêmes, on a plus que jamais besoin de préserver nos zones agricoles pour qu'elles servent à mettre de la nourriture sur les tables des familles québécoises. La protection de notre territoire agricole, c'est le premier ingrédient de notre autonomie alimentaire pour les prochaines décennies. En bref, le projet de loi 495 vise à interdire à une entité qui est un fonds d'investissement privé d'acquérir une terre agricole. Cette loi confère également à la Commission de protection du territoire agricole du Québec la responsabilité de tenir un registre des acquisitions en zone agricole. L'ancien manoir de Peter Grant, situé à Hellbrae, a finalement trouvé un acheteur. L'ancien manoir de Peter Grant, situé à Hellbrae, a finalement trouvé un acheteur. Il faut dire que cette construction a beaucoup fait jaser les gens en raison de sa vue panoramique sur le lac Témiscamingue, de son architecture industrielle et unique et de ses commodités luxueuses peu communes dans la région. Son abandon, par la suite, a également été le sujet de discussion de plusieurs. Le nouveau propriétaire serait une famille riche du Texas qui aurait l'intention de le restaurer et d'en terminer la construction, le tout documenté sous la forme d'une émission de télé-réalité s'intitulant « Mention impossible ». Des caméras ont été installées sur les lieux par les nouveaux propriétaires. Une affiche bien en vue sur le grillage laisse prévoir que les activités commenceront au printemps 2024. L'émission pourrait être diffusée sur un réseau tel que HGTV, Discovery ou TLC. La page Facebook MyTémiscamingue Mont-Témiscamingue dévoilait le 30 août dernier les plans les plus improbables et insensés à venir, tels que la création du plus grand restaurant buffet au monde, la ligne de chemin de fer de l'Ontario Northland Railway qui passerait à proximité du manoir, les produits locaux qui y seraient servis tels que du poisson frais provenant du lac Témiscamingue, ce qui exigerait l'ensemencement de 100 000 poissons par saison.
À cela s'ajoute la plus grande fontaine de chocolat au monde, un nombre spectaculaire de places assises, un stationnement avec des navettes aux 5 minutes, un bateau qui ferait la navette entre Ville-Marie et Hellbray. Les retombées économiques de ce grand restaurant permettraient l'éventuelle construction d'un théâtre et d'un casino. Il se passe effectivement quelque chose au manoir Grant et il faudra attendre le printemps prochain pour connaître ce qu'adviendra l'incroyable manoir. Le choix du prêt hypothécaire auquel vous souscrivez implique plusieurs décisions, comme sa durée et son taux. Vous devez également déterminer si vous souhaitez avoir un prêt ouvert ou fermé. Un prêt hypothécaire ouvert présente l'avantage de vous permettre de rembourser son montant ou une partie à votre convenance par anticipation, et ce, en tout temps. Vous ne risquez pas d'encourir de pénalités pour un remboursement complet avant le terme. Un prêt hypothécaire fermé limite le montant supplémentaire que vous pouvez débourser chaque année pour le rembourser plus rapidement. Il s'agit souvent d'un pourcentage de votre solde initial qui peut varier selon le prêteur que vous aurez sélectionné. Si vous décidez de rembourser un montant plus important, vous aurez à payer une pénalité. Lequel choisir? Le prêt ouvert, étant donné son avantage important, présente un taux d'intérêt habituellement plus élevé. Le prêt fermé, quant à lui, a un taux d'intérêt plus attrayant en raison de ses limites. Pour prendre une décision éclairée, vous devez tenir compte de vos besoins et de votre situation financière à court terme et à long terme. Vous hésitez sur le type d'hypothèque à choisir? Communiquez alors avec un courtier hypothécaire pour en discuter. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. À la suite d'Infotémis, je vous invite à regarder notre récapitulatif du Raid Témiscamingue 2023. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Je profite de l'occasion pour souhaiter bonne chasse à tous les chasseurs de la région. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infotémis. Au revoir.